qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, et le rêve de ta vie. Et cette phrase-là a conduit ma vie jusqu'à aujourd'hui. On commence ? Avec plaisir. Cool. Et ben déjà, moi, je suis ravi d'être chez toi, Julien. Je vais te laisser te présenter dans une seconde. Je pense que les gens réalisent pas qui on a en face de nous. C'est une star internationale qu'on n'a pas forcément l'habitude de toujours de côtoyer ou de discuter avec. Donc, c'est super intéressant de pouvoir avoir ton parcours de vie et comprendre voilà, ce qui était vraiment super important pour toi. Donc, Julien, alors, il va être ultra humble. Donc je l'ai dit quand même, en face de moi, j'ai un champion du monde de ski freeride. Je suis un survivant, quelqu'un qui est passé 2 fois très 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 près de la mort quand même. Tu nous en diras un peu plus, je pense, dans quelques secondes. Les amis, je vous propose de revoir ces images. Attendez, regardez ça. Et on se parle juste après. Regardez ça, regardez. Dans les cimes enneigées des Alpes, il a vu la mort en face. C'était il y a 2 ans, sur la face suisse du Mont Blanc. Julien Lopez s'élance dans un couloir hors piste et déclenche une avalanche. Le champion du monde de freeride est happé par une coulée qui dévale la pente à plus de 200 km/h. La chance, chevillée au corps. Il y a 2 mois, il est une nouvelle fois emporté par une avalanche. Une énorme plaque se détache. Le skieur est sauvé par son airbag. Et puis surtout, j'ai un entrepreneur de fou. Je voulais raconter un peu cette compétition qu'est l'entrepreneuriat, parce que je viens du monde de la compétition et je trouve que les valeurs du sport et de l'entreprise sont vraiment partagées ici. Donc j'ai retrouvé plein de similitudes avec le sport. Comme quoi ? Et la motivation, comme dépasser soi-même. L'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment une valeur très importante, je pense, dans l'entrepreneuriat. Quand on veut vendre un produit, si on n'est pas authentique, eh ben, ça ne marche pas. Donc, être soi-même d'abord. Ensuite, être résilient. C'est-à-dire qu'un projet, c'est comme un titre de champion du monde. On se le dit, on veut l'avoir, on se le fixe super haut et on ne le perd jamais de vue. Être résilient, c'est ça. C'est ne jamais perdre espoir malgré toutes les problématiques qu'il peut avoir. Donc, avancer vers son objectif. Et donc, ça amène à l'agilité. Moi, dans le freeride, c'est être agile. Quand on descend des montagnes en sautant des rochers, vous voyez. Donc, il faut être agile. S'il y en a un qui se pointe et qu'on n'avait pas prévu, il faut tac-tac, changer de trajectoire. Donc, y a 3 mots, je pense, qui définissent Julien, qui sont sport, business, happiness. Tu vas nous en parler dans une seconde. Et je trouve ça vraiment cool de t'avoir. Et en tout cas, merci de nous avoir accueillis chez toi, quoi. Ben, c'est un énorme plaisir pour moi. Je suis extrêmement flatté de ta présentation. Merci. Merci. Star international, on va se détendre quand même. J'ai eu la chance de rencontrer surtout beaucoup de gens. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens lors de mon parcours qui m'ont inspiré à devenir ce que je suis aujourd'hui, donc sportif, entrepreneur et conférencier. Donc mon parcours, c'est que je suis skieur à la base, comme tu as dit. Je viens de La Plagne. Je suis originaire donc, d'une station de ski qui est énorme et c'était mon jardin d'enfant. J'ouvrais la porte de chez moi, j'avais mon terrain de jeu. Comme si tu sortais de chez toi, tu ouvres la porte, tu mets les skis et tu te mets à skier. Donc je suis devenu skieur à La Plagne. Ouais. J'ai fait mes armes au club des sports. Et je suis allé au club des sports parce qu'en fait, j'avais mes amis qui étaient au club des sports. À la base, moi, ce qui m'active, je ne sais pas si tu connais la méthode DISC. Ouais, je connais, ouais. Voilà, moi, je suis un jaune. Donc, c'est avec qui ? Tu vois, c'est avec qui tu fais le truc qui va m'activer. Donc, j'avais envie d'être avec mes potes. Et donc, j'ai commencé le sport comme ça, en fait, en réalité. J'ai suivi mes potes au club des sports de La Plagne. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai commencé par du ski alpin. Après, j'ai fait du ski de boss avec quelqu'un qui m'a aussi beaucoup inspiré. Malheureusement, maintenant, je suis un peu triste. T'as quel âge, Justin? Parce qu'on a quelqu'un de triste. T'as quel âge? 21, donc il ne connaît pas. Edgar Groupiron. Tu connais, mais t'as pas vécu les Jeux olympiques. En fait. Mais maintenant, je suis un peu triste parce que cette personne-là m'a inspiré dans ma carrière sportive. Et du coup, cette personne a été un mentor pour moi, donc Edgar Groupiron. Ouais. Edgar Groupiron, skieur de boss. À cette époque-là, j'ai décidé de faire du ski de boss un peu grâce à lui. Et grâce à toute l'équipe de France française, l'équipe à cette époque était constituée de gens maintenant qui sont à la Fédé et tout ça, voilà, pour dire que La Plagne a été un élément moteur pour moi, en commençant par le club des sports, d'abord du ski de boss, ensuite du freestyle.
Et du freestyle, c'était les débuts du freestyle. Hein. On était sur les années 2000 environ. Donc, tu avais tout le Canadian Air Force avec les JP Auclair. On pense fort à lui. Il est parti malheureusement il n'y a pas longtemps. Enfin, on va pas se mettre à pleurer tout de suite. Mais bon, voilà, il y avait Phil Dion, il y avait toute l'équipe des précurseurs qui nous ont inspiré, nous, en tant que gamins. Donc, je me suis mis à faire du freestyle. Et du freestyle, c'était à l'époque tout nouveau. On n'avait pas encore de halfpipe, on n'avait pas encore tout ça. Donc, j'ai vu l'évolution de toute cette nouvelle discipline. Donc, toujours dans la créativité. Mon sport, c'était de la créativité. C'est super intéressant ce que tu as dit sur les mentors et sur Edgar Ropiron, on va en parler dans une seconde. Mais moi, ce qui m'intéressait dans un premier temps, c'est qui t'étais toi, gamin, en fait. Voilà, qui j'étais moi, gamin. Alors, quel type de, tu sais, t'as des types de gosses super calmes, t'as le gars un peu excité, t'as le teigneux. D'après toi. Franchement, je sais pas, les gens changent. Ouais. Moi, il faudrait demander à ma mère. Là, j'étais avec elle hier soir. Non, j'ai grandi dans un univers rempli d'amour et de bonne humeur où c'était la joie de vivre tous les jours. Ma mère a pris la décision. Si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est grâce à ma mère, évidemment. Mais si j'ai été à la montagne, c'est grâce à ma mère aussi. Donc, si je suis devenu qui je suis, c'est grâce à elle parce qu'un jour, il y a eu un déclic pour elle aussi. Elle a eu un parcours où elle a vécu un moment à Paris. Donc, quand je suis né, je ne suis pas né en Savoie, malheureusement. Je suis né à Mont-Saint-Aignan. Elle était pionne dans un collège à l'époque. Et du coup, on avait une petite vie à Paris qui s'était un peu organisée. Jusqu'à 4 ans environ, j'étais à Paris. J'ai aucun souvenir de ça, à peine peut-être un truc de jeu d'enfant. Là, j'ai un gros camion de pompier en bois dans lequel j'allais jouer avec des gamins. C'est le seul truc dont je me rappelle. Et un jour, ma mère était dans ce fameux métro parisien à voir une affiche. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Méribel et j'irai les remercier. À une affiche de pub de Méribel avec un mec qui sautait dans une vallée, et puis elle était posée sur le truc avec moi dans les bras en disant mais je peux pas vivre Paris, la tristesse, le machin, j'ai envie de sauter dans cette affiche. Elle avait envie de plonger là-dedans. La meilleure décision qu'elle ait jamais faite, ma mère, c'est de m'amener à la montagne. Et comme je disais, quand j'étais enfant, donc j'ai plein d'énergie, fallait que je joue toute la journée, fallait que je fasse des trucs. Et quand j'ai découvert le ski, c'est devenu un truc de ouf. Je pouvais plus lâcher mes skis, je marchais en ski dans l'appartement. Ça arrive à quel âge ça? Là, j'ai commencé à skier très jeune parce qu'on avait quand même, ma grand-mère avait un appart, Mamie Jeanne d'ailleurs, Mamie Jeanne, ma grand-mère, dans l'endroit où on se trouve, s'appelle Mamie Jeanne. C'était un hommage pour elle. Donc elle avait un appartement à Plagne-Belle-Côte, à l'origine de Plagne-Belle-Côte qui est apparu en 74. Donc elle avait eu un appartement à ce moment-là. Donc on avait commencé à y aller quand j'étais jeune. Donc le ski est apparu très tôt pour moi. À l'âge d'un an et demi, ma mère me faisait glisser. Mon fils Vadim, on vient de le mettre sur les skis. Ma fille Lilibelle, elle a eu son piou-piou, son blanchot et sa sifflotte. Super. Alors attention, je peux te dire que ça va arriver à la maison. Et donc du coup, cet enfant que j'étais, s'est construit dans une nature à portée de main. La nature est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, on va se reconnecter à nous-mêmes et à la nature. Les énergies, tout à l'heure, je t'en parlais, mais c'est hyper important. Et j'ai été chargé d'énergie à la Plagne par la montagne. Tu vois, je vais te faire le mec qui tripe, mais c'est vrai. Non, quand tu es en montagne, tu sens un truc de ouf. C'est la terre qui a fait une montagne. C'est l'énergie qu'il y a pour faire ça, c'est important. Donc j'étais à l'extérieur, je grandissais dans la nature, je construisais des cabanes dans les arbres avec toute ma bande de potes, toujours, le fameux jaune, celui qui a envie d'être avec tous ses potes. Et du coup, je faisais ça toute l'année, quoi. On jouait dehors, c'est une meilleure enfance de ma vie. J'allais à l'école, donc à la Plagne, je partais de chez moi avec mes potes qui venaient me chercher. Moi, j'étais dans le dernier bâtiment de la lignée de tous les bâtiments où les locaux habitent. Et donc, on partait comme ça en tribu jusqu'à l'école. Et en arrivant à l'école, on était juste impatients de repartir pour remettre nos combinaisons et redescendre dans les toboggans de neige qu'on avait construits jusqu'à chez nous, quoi. Et donc, c'est une enfance merveilleuse. Donc là Julien, enfant, il découvre le ski, nature, bonnes énergies, bonnes vibes, les potes, etc. Le ski qui commence déjà à pointer le bout de son nez. Le sport même, plutôt que de dire le ski. Tu as dit très bien tout à l'heure, moi je suis sport, business, happiness. Le sport, c'est le mouvement, on va dire plutôt. Parce que le sport, c'est du mouvement. Tu as tout ce qui ne bouge pas. L'eau qui stagne croupit. Voilà. Donc le mouvement est très important, et pour toi, et pour d'autres choses. Mais en tout cas, le sport t'amène ces mouvements-là. Donc bouger son corps, c'est important. Et ma mère a pris l'initiative de m'inscrire très tôt à plein de trucs différents. Elle m'a forcé aussi même à plein de trucs que j'avais pas envie de faire. Mais j'ai fait de la gym, j'ai fait du trampoline, j'ai fait plein de trucs différents, du basket. Et à chaque intersaison, donc je faisais beaucoup de sport, jusqu'à ce qu'apparaisse le club des sports. Enfin, il existait déjà, mais jusqu'à ce que je m'inscrive. Et du coup, quand est-ce que tu as décelé, alors où c'est un amour, ou c'est une compétence particulière ou une appétence particulière pour le ski? Une appétence, un désir instinctif, c'est une appétence. Un désir instinctif. Et le ski, je me rappelle même pas en fait. Pour moi, il y a le sport et le ski. Le ski, c'est une extension de mes pieds, quoi. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait hyper naturellement. J'ai une petite histoire de ma grand-mère, Mamie Jeanne. Ça me fait toujours serrer la voix quand je pense à Mamie Jeanne parce que je l'aimais tellement fort.
Et donc, c'est chez elle, dans cette fameuse petite cave de l'appartement qu'elle avait à Plagne-Belle-Côte, j'ai trouvé des skis une fois et je les ai plus jamais lâchés. Et c'était là, les quis Juju, les petits quis Juju. Je sais plus comment, les petits quis Juju, tu vois, c'est ça que je disais. Ouais. Et c'était des skis en plastique. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu tellement drôle. Au départ, quand t'es trop petit, ça, c'est pas moi qui me rappelle, c'est ma mère et ma grand-mère qui me racontaient ça, mais je regardais les gars passer avec leurs skis, je me disais, c'est quoi ce truc? Tu vois, t'es intrigué. Une fois qu'on t'en a donné, et je l'ai vu dans les yeux de Vadim maintenant. On lui a mis les skis la semaine dernière. Donc, Vadim, c'est mon fils. Ton fils, hein, ouais. Ouais. Et du coup, on lui a mis les skis l'année dernière. Il a vraiment tout de suite un peu compris le truc. Au début, t'imagines la taille des skis pour un gamin de cette taille. Enfin, Qui vient d'apprendre à marcher. Ouais, qui vient d'apprendre à peine à marcher, avec des grosses boots qui sont trop lourdes pour lui. Et donc, au début, il chouine. Et puis après, il se rend compte que c'est cool. Et puis d'un seul coup, quand tu commences à glisser, la glisse, voilà, c'est ça. C'est le truc de ouf. La glisse, c'est pour moi, mon sport, c'est la glisse en fait. C'est pas juste le ski. Ça va être sur l'eau, sous toutes ses formes. Et donc, ça va être dans l'air, sur la neige ou dans l'eau. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même un moment pendant cette période où tu commences à te développer en tant que... je vais utiliser un mot de grand-mère. En tant que jeune homme, tu commences à devenir jeune homme, tu commences à devenir bon sur des skis. Tu as encore l'école en parallèle. Est-ce qu'il y a un moment où, justement, ou une période, peut-être pas forcément un moment, où tu te dis... l'école c'est trop ouf, j'adore, je vais rester, je vais continuer, et puis après je verrai le ski, ou l'inverse. Là le ski pour moi c'est ça qui me rend heureux. En plus je suis bon, et là all in quoi. Alors bizarrement, j'ai toujours travaillé pour arriver où j'en suis aujourd'hui, mais tu sais c'est quand même plus facile quand tu as quand même certaines facilités. Et c'est un défaut. C'est-à-dire d'avoir des facilités dans certains domaines, c'est un défaut. Parce que du coup, tu y arrives plus rapidement que certains et tu t'entraînes un petit peu moins des fois. Et donc, tu prends moins le goût du travail pour faire le truc. Moi, j'ai toujours été dans le plaisir d'abord. Donc, l'école n'était pas forcément un plaisir, sauf si c'était possible de faire du ski. Et en station, c'était évidemment possible puisqu'on avait toujours des sorties ski. Et quand j'ai commencé à aller après au collège, j'ai plutôt été au lycée après. Et au lycée, j'ai eu le choix de faire plusieurs formations. L'école n'était pas forcément ce que j'appréciais le plus. Mais bon élève ou pas à l'école? Alors c'est ça le truc, c'est qu'un jour on m'a dit qu'il suffisait d'avoir la moyenne. Donc après j'ai décidé de faire des trucs où il fallait juste avoir le truc. Et en fait donc du coup j'étais au lycée à côté là, à la mode Cervelex et en sportif de haut niveau. Là j'étais en équipe de France de ski de boss où j'étais encore au comité, je sais plus, j'allais passer en équipe, enfin à peu près là. Et donc, à cette époque-là, tu avais SHN, donc sportif de haut niveau, et on faisait du sport plus que des études, quoi. On était genre, je crois que c'était début d'automne, et après, début d'hiver, tu pars pour la neige, et tu reviens à la fin de l'hiver faire tes mois de printemps. Donc, c'était quand même très confortable. Mais j'avais pas forcément prévu de continuer plus que ça les études derrière, et en fait, ça s'est fait encore une fois par une rencontre. Okay. C'est que des rencontres, de toute façon, c'est que des rencontres du réseau, machin. Mais cette rencontre-là est incroyable parce que je l'ai faite en autostop. Du coup, le destin. Ouais, le destin. Et du coup, en fait, un jour, je rentre c'était là, donc on était, je crois que c'était en 2099 par là, parce que, ils nous avaient envoyé à Salomon. Et Salomon nous avait envoyé en Amérique du Sud pour faire des démos, des photos et des trucs comme ça avec des partenaires là-bas. Je reviens de ce trip, je suis arrivé à Chambéry, et là, je suis rentré en stop pour aller à La Plagne. Et de Chambéry, un dimanche soir en plein été, il n'y a personne. Donc je fais du stop, je tombe sur un gars, difficilement j'arrive jusqu'au péage de Chambéry, et au péage de Chambéry je continue mon stop, et là il y a une belle Audi qui arrive, avec encore les tapis de sol au fond et tout, et le mec ouvre la porte, et donc on discute, et je lui dis je vais à La Plagne, machin, et puis on discute, et tu fais quoi? Je fais des études sportives, machin, ah d'accord, l'année prochaine tu fais quoi? Je sais pas, j'ai entendu parler d'un truc à Annecy, il y a l'IUT d'Annecy qui a l'air d'être bien, et je pense que je vais peut-être faire ça parce que ma mère veut que je fasse des cours. Donc je vais peut-être continuer, mais pas un truc trop long, 2 ans. Et là, on termine, et puis il me donne ça en descendant. Il me fait bon, écoute, en fait, si tu veux, je suis en train de monter une structure à Chambéry, et tiens, je te donne ma carte. Je suis le directeur du CESNI, Centre d'études des sportifs de niveau international, qui est hébergé à l'ESC de Chambéry, énorme, qui est devenu l'INSEC maintenant. Ouais. Et donc, il me donne sa carte en me disant viens me voir. Donc, j'étais pas encore en train de terminer mes études de lycée, que j'avais la carte du directeur d'un centre de formation de sportifs qui allait être créé à côté d'où j'habitais. Donc, d'un seul coup, j'ai été faire les entretiens et j'ai été pris. Et donc, voilà comment est-ce que j'ai continué l'école, en fait, en maintenant ce plaisir par le ski
Et ça m'a beaucoup appris, surtout le Cessny, parce que j'ai vécu le Cessny à ce moment-là. Donc après, on arrive au moment de ma blessure et je me suis blessé. Ça a été un déclic pour moi en fait de me blesser. C'était la plus grande chance que j'ai eue de ma vie. Et ça s'est produit pendant que j'étais au Cessny. Donc ça sera un autre dossier, je crois que tu y apportes plus tard ça. Donc là le Cessny, tu fais un cursus complet au Cessny? Ouais, je fais un BTS d'action commerciale et une licence de marketing, mon pote. Et félicitations. Merci. Et ça, est-ce que ça va t'aider pour le futur? Est-ce que tu le conseillerais? Tu vois, je me mets à la place de quelqu'un, par exemple, tu vois, qui a fait un parcours comme le tien, le stop y compris, parce qu'il faut savoir que dans les Alpes, beaucoup de gens font encore du stop. C'est le seul endroit probablement en France où on fait encore du stop. Bah non. Je te jure. Ouais. Oh, c'est trop cool le stop. Et pour plein de gens. Maintenant, il y a Blablacar, c'est vrai. Et pour le coup, est-ce que tu conseillerais à des gens qui, pour le coup, sont sur cette tendance-là, de quand même se sécuriser des études, ou alors on fonce, quoi, peu importe? Je pense que les études... Attends, resimplifie ta question. Faut faire des études ou pas? Faut faire des études ou pas, voilà. Pour la formalité, ouais. Apprendre à faire les choses avec un peu de rigueur. Ouais. Moi, ça m'a appris ça, en fait. J'ai plusieurs triptyques. C'est le sport, business, happiness. Ouais. Et après, pour réaliser des choses dans ta vie, il faut être authentique, résilient et agile. Et une fois que tu as tout ça, bah, faut appliquer une méthode, de la rigueur et de la discipline. Et c'est ça que ça m'a appris, en fait, le Cessny. Ça m'a appris à faire les choses d'une certaine façon qui correspondent plus à un moule. Comme tu as pu le comprendre, j'aime pas trop les moules, je me sens à l'étroit dedans. Et donc, c'était un défaut aussi, parce que tu as beau être original. Aujourd'hui, ça devient une qualité. Aujourd'hui, c'est plutôt, on cherche ces gens-là, quoi. Mais à l'époque, c'était plutôt le gars qui faisait un peu trop hyperactif, quoi. Tu es en train de faire plein de trucs, tu es là, machin. Et donc, ça m'a appris à formaliser les choses. J'ai eu la chance aussi d'avoir, même après mes cours, à rester en contact avec Loïc Lemoine, qui s'occupait à l'époque du Cessny, et qui m'a bien conseillé. Et d'ailleurs, c'est entre guillemets, grâce à lui aussi, si je suis devenu champion du monde. Parce que donc ce parcours du Cessny, j'ai fait, on y revient après, quoi, mais ouais. En gros, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ça m'a appris, et puis ça m'a surtout ouvert les yeux sur mon projet que je réalise aujourd'hui de business. Donc ça m'a bien aidé. Et est-ce que cette rigueur, elle vient vraiment du Cessny ou elle vient de ta carrière de sportif? Parce que faut le savoir, comme tu vois, je peux te partager un truc qui m'a choqué, mais positivement. Ouais. Parce que quand on te rencontre, tu vois, Julien, c'est le gars détente, big smile, il arrive, il déboule là avec une GoPro, il te filme, vraiment, vraiment détente. Et pour le coup, je t'ai vu, tu vois, interagir avec des gens qui travaillent avec toi. Ouais. Mais t'es un autre Julien. Et moi, on me fait aussi souvent la remarque. Et du coup, le niveau rigueur a pris le dessus. Tu vois, là, ben, ça traîne, ça doit pas traîner. Ça, attention, faudra s'en occuper, etc. Ouais. Et du coup, donc ça transmet quand même une vraie tendance rigoureuse. Est-ce que c'est les études qui t'ont appris la rigueur ou est-ce que c'est l'acharnement du sportif, la practice, la répétition, la discipline qui t'a développé ça? Ouais, je pense que la rigueur, tu l'as en fonction de ton objectif. Si ton objectif est juste, tu te donnes tous les moyens pour y arriver. Quand tu veux faire un résultat, donc tu te mets une méthode. C'est 3 mots, hein, c'est pas juste la rigueur. C'est méthode, rigueur et discipline. La méthode, c'est comment tu fais. Donc, comment tu fais pour faire un resto, je te raconte même pas l'enfer. Comment tu fais pour devenir sportif? Tu t'entraînes physiquement. Dans l'entraînement physique, tu as le cardio, tu as la volume, tu as machin, tu as plusieurs trucs. Et ainsi de suite, tu fais ta méthode. Une fois que tu as fait ta méthode, cette rigueur, elle te vient parce que ton objectif, tu t'es dit je vais aller là et pour y aller je mets ce plan là en place, donc je dois m'y tenir. Et la rigueur, c'est ça, se tenir à un plan. Et après tu as la discipline. La discipline, c'est tourner vers la réussite, c'est-à-dire que tu fais ça pour gagner. Donc la rigueur, elle te vient par cet ensemble là. C'est tu te donnes un objectif, tu vas aller à quel endroit, je vais aller là. S'il y a un problème, par contre toujours big smile, c'est-à-dire que là on est arrivé un peu en speed, il y avait plein de trucs et machin, c'est qu'on s'est mis la pression pour tout de suite ce soit fait. Et en fait, je travaille qu'avec des ninjas, des gens qui sont là, on fait des tricks dans tous les sens et on n'est pas beaucoup, parce que c'est vraiment important d'avoir des gens qui partagent ces valeurs-là. Donc la rigueur nous vient de notre projet. Et moi, malheureusement, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai la casquette de celui qui prend les coups, les fleurs quand ça va bien, mais c'est plus des coups qu'on te donne. Donc tu es obligé que ça soit, faut tenir le truc, quoi. Dans le business, c'est pareil au final. Voilà, exactement la même chose. Du coup, là, tu finis le Cessny, t'as quel âge? Une vingtaine d'années? Non, je dois avoir, 20. J'ai terminé, je crois que c'était en 2004 ou 2005. Non, non. 2004, j'ai terminé. 2004, parce que ma fameuse. J'avais parlé de ça, là, du dernier jour de cours, là. Ah, vas-y. J'ai pas dit ça? C'est ce qui avait déclenché tout le truc. J'ai terminé en 2004, donc je me fais un genou, en fait, en 2004 aussi.
Et c'est la traversée du désert pour moi parce que j'ai eu beaucoup de complications avec cette blessure. J'arrivais plus à tendre la jambe. Donc, pour tendre la jambe, c'est quand même, pour skier, c'est quand même compliqué de skier sur un pied. Quoi que ça se fait. Hein. Mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps à être un peu loin des pistes. D'un seul coup, c'était plus sur la scène, tu deviens spectateur et tu regardes tes potes et tu te dis, je suis dégoûté, j'aimerais bien être en train de jouer avec eux, mais je peux pas. Et donc, dernier jour de cours, on me dit, et là j'ai un trou de mémoire sur le nom de mon prof, et je suis vraiment désolé, on le retrouvera, mais j'ai un prof qui nous dit, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, et le rêve de ta vie. Et cette phrase-là a conduit ma vie jusqu'à aujourd'hui. On est en 2004, je suis dégoûté, j'ai un genou en vrac, j'arrive en béquille face à mes potes, et je pose les béquilles sur la table en disant, moi les gars, je me suis pas j'ai pas bouclé la boucle dans le ski. Je me suis blessé alors que j'étais en freestyle et que j'étais bon en freestyle. Mais je pense pas que ce soit là que je puisse être le meilleur. Et je vais vachement plus m'accomplir maintenant dans un domaine qui s'appelle le freeride. Et je me donne 5 ans pour être d'ici 5 ans, je serai champion du monde de freeride. Donc on est en 2004 et je réalisais l'objectif. 10 ans plus tard, qu'est-ce que tu veux être ? Je veux continuer de glisser. Parce que c'est mon truc. La glisse sur la neige, sur l'eau, dans les airs, c'est mon truc. Moins dans les airs, j'aime bien dans les airs, mais ça me fait beaucoup peur. Et par contre, c'est mon truc et je veux continuer de glisser comme ça toute ma vie. Cette vie de rider que j'ai eue depuis que je suis gamin, parce qu'en étant sponsorisé depuis l'âge de 15 ans environ, tu vis dans un monde qui n'est pas réel. Quoi. On te donne des fringues et on te paye. Ça n'existe pas. Normalement, c'est toi qui payes à la fin. Donc, tu vois, très vite, j'ai compris avec la blessure. Et puis, de toute façon, tu le sais, hein, tu sais très bien que ça ne va pas durer qu'un temps. Ça dure qu'un temps. Ça t'en es conscient, ça ? Ah ouais, tout de suite. Ouais. La première fois que c'est Kebra, c'était un pote de Tignes, qui s'occupait de la marque Vuarnet à l'époque, et c'est le premier sponsor que j'ai eu, et qui est venu me choper comme ça, en me donnant un masque, et en me donnant un chèque. Je lui ai dit, mais c'est quoi ton délire là ? Comment ça c'est moi Attends, qui... j'ai pas de Ouais, sous. j'ai pas de sous. Non, tiens, un chèque, prends-le, puis on verra, et puis j'en donnerai d'autres. Et ça a commencé comme ça. Je me suis dit, putain, c'est pas normal ça. J'étais au glacier de Tignes, là, il était à Tignes. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, tu as d'autres sponsors qui sont venus. Donc très vite, je me suis dit, ça va s'arrêter, quoi. C'est pas normal. Et puis tu peux être bon, tu peux avoir des succès, comme tu peux vivre des échecs. Et donc j'ai vécu une blessure qui est une sorte d'échec. Faut pas le voir comme un échec. Chaque échec te rapproche de la victoire, de toute façon. Donc faut toujours se dire ça. Et cette blessure m'a permis j'en étais à ces 10 ans là. Et donc dans 10 ans, je veux être mon auto-sponsor pour pouvoir assumer mon train de vie, mon lifestyle. En fait, c'est pas forcément de gagner des compètes, c'est de pouvoir partir, voyager avec des amis, vivre des moments forts et surtout avoir le smile tout le temps. Donc pour faire ça, faut faire une croix sur le problème d'argent. Donc, comment je fais pour être mon auto-sponsor ? Et dans 10 ans, je serai dans une belle maison avec une famille et des enfants. Et je me suis forcé à aller jusqu'à la visualisation, parce que quand tu te mets ton objectif, tu le visualises, tu fermes les yeux et tu le perds jamais de vue. Après, dès qu'il y a un peu de problème, tu lèves la tête, tu le mets super haut et tu le retrouves. Et donc je me disais que j'allais même accrocher une belle roue de tracteur ou de camion que j'aurais fait pimper par mes potes artistes, par Thomas Gachet, je pense, il a fait des trucs derrière là-bas. Et donc Thomas, prépare-toi, va falloir faire une grosse roue. Et cette roue, on l'accrochera avec une sorte de corde de bateau, ou tu sais, les grosses cordes, quoi, et que je l'accrocherai dans un arbre et je balancerai mes petits-enfants dans mon rocking chair. Voilà. Donc, j'ai dit ça jusqu'au bout. Tu vois. Donc t'as dit ça, on est en 2004. On est en 2004, je suis devant toute ma classe et je leur raconte ça. Mais là, du coup, il y a quand même un objectif un peu plus court terme que tu t'étais donné, c'est le champion du monde. Ça, c'était facile. Dans ma tête, c'était le moins compliqué de tout le truc. Explique-moi quand même comment on passe de blessé, étudiant blessé au final, à 5 ans plus tard, champion du monde de ski freeride. Quoi. Ouais, c'est de la motivation. De la motivation, des bonnes phrases et des bonnes graines qu'on te met dans la tête. Et donc Loïc Lemoine m'a aidé à faire ça. C'était le responsable du CESNI à l'époque. Et il m'a dit, donc je voulais repartir en guerre, quoi. J'étais avec mon genou blessé, comme tu dis, avec toute une classe d'athlètes en plus, que des grands athlètes. T'avais plein de gens dans ma classe qui sont des très bons sportifs, et donc tu es en train de... Enfin voilà, fallait atteindre l'objectif. Donc je vais voir Loïc et il m'aide à mettre un petit plan en place, et vraiment on se dit, bon ok, on l'écrit, on fait comme ça, tu te mets telle rigueur, on a fait un rétro-planning, quoi. Et ce mot-là est très important, rétro-planning, quand tu pars de ton objectif, quoi, et tu reviens jusqu'à aujourd'hui. Donc dans 5 ans, champion du monde. Voilà, tu redéclines. Voilà ce qu'on m'a appris en fait. C'est vraiment ça. Et ça m'a aidé à... après, d'abord aussi de la récup. Il fallait récupérer le genou, donc du CERS à Cap-Breton, le Centre européen de rééducation des sportifs, où j'ai rencontré d'autres sportifs, des footballeurs, enfin plein de gens que j'aurais jamais rencontrés, des rugbyman, enfin plein de gens que j'aurais pas rencontrés s'ils m'étaient pas blessés non plus.
Et voilà, donc en fait, je me suis remis la niaque, je me suis mis la motivation, je me suis donné les moyens de mes ambitions et je me suis remis au sport. Et puis j'ai eu un ami aussi qui m'a vraiment motivé parce que lui était déjà parti sur le tour américain et puis je le voyais faire des bons résultats. Et puis l'année où il a fait 3e mondial, en plus on s'était un peu embrouillé à cette époque-là pour des conneries. Et je décide d'aller à cette soirée qu'on avait organisée avec des potes, parce qu'on a la même bande de potes, tu vois, c'est Adrien, Poirier, bisous. Et du coup, on part à cette soirée et je vais le prendre dans mes bras pour lui dire que ça me fait chier qu'on se prenne la tête et que l'année prochaine, on va se remettre la vibes. Je viens avec toi faire le World Tour. Pas un sponsor, personne qui me suivait, j'avais 3000 balles dans la poche et on a dormi, manger du McDo à 5 balles tous les jours et puis on dormait dans des cages d'escalier des fois. Donc voilà, la motivation. Et après, c'est devenu de la stratégie, et de la méthodologie, de la rigueur, de la discipline. Tu te dis, ok, voilà, j'ai compris maintenant, je veux faire ça et j'atteindrai mon objectif quoi qu'il arrive. Et puis voilà, en 2009, j'ai eu la chance de gagner. Quand tu te lances, tu t'es au sommet, tu te lances, est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Moi, je parle comme un novice. Hein. Est-ce que tu sais exactement le trick que tu vas poser, etc. Ou alors il va falloir que tu t'adaptes en permanence pendant ta descente? Un mix des deux. Tu connais la phase par cœur. Parce que tu as passé 3 jours à la regarder à la jumelle d'en face, du coup, tu es vraiment avec des jumelles, donc c'est un travail mental aussi, il faut transposer le truc avec l'effet miroir, parce que ce que tu regardes à gauche est à droite quand tu descends. Quoi. Et donc ouais, tu regardes effectivement, tu analyses beaucoup la face, tu l'intègres et tu la processes dans ta tête en mode carré, quoi, comme à la bataille navale, A1, machin. D'accord. Parce que tu dois savoir où tu te situes dans la face. Une fois que et en général, tu as choisi ton run très rapidement et les 3 jours que tu passes à regarder la face, tu passes plutôt à essayer de trouver un autre truc qui aurait peut-être été mieux ou à te convaincre que c'est le meilleur run. Donc quand tu le regardes énormément, tu arrives en haut, tu sais exactement ce que tu fais. Tu n'as pas le droit à l'erreur parce que c'est quand même très dangereux. Quand tu prends un rocher dans la tête, ça fait mal. Hein. Tu connais par cœur la face, tu as étudié ton parcours et tu sais où tu veux aller. Tu sais tes tricks parce que tu les as préparés. Et il y a des impondérables. Il faut changer de trajectoire, il faut peut-être freiner, il faut peut-être faire un autre truc. Tu as peut-être loupé le rocher parce que tu es allé trop loin, donc tu n'as pas pu prendre celui que tu avais prévu derrière. Et donc, soit tu perds ton run parce que d'un seul coup, tu es déstabilisé, soit tu dis, oh, c'est pas grave, il y en a un autre à droite là. Hop, bam, bam, bam. Donc, l'improvisation est aussi un peu importante. Et de la préparation. Préparation, improvisation. Tu as eu un petit. Alors, je ne sais pas si c'était avant ou après ton titre. Tu as eu deux petits sujets quand même en descente où. Ça s'est pas passé comme prévu. Tu veux nous en parler ? Ouais, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Il y a eu les affaires Avalanche, ça s'appelle. Et ouais, il y a eu deux coups où j'ai failli laisser ma peau. Il y a une première fois, c'était en tournage pour des films, quoi. Et on faisait ça sur le versant suisse du Mont Blanc. Et là, toute la face est partie. Donc là, j'étais pas en compète. Et là, toute la face est partie. J'ai vraiment cru, c'était la première, j'ai vraiment cru que c'était fini à ce moment-là, quoi. Et c'est un moment qui m'a servi en plus, qui m'a un peu traumatisé dans un sens, mais j'ai tout de suite décidé, si tu veux, en rentrant, c'était ma prod, donc j'avais les images. Donc les photos et les vidéos. Donc c'était soit on sort le truc tout de suite, et puis ça va parler tout de suite et machin, soit on va attendre un peu, comme ça va passer déjà dans ma tête. On le sortira au bon moment s'il y a besoin. Et je vais pas regarder les images. Donc je suis rentré chez moi, de la première avalanche. Et je suis allé, j'avais mon ordi sur cette table d'ailleurs. Et j'ouvre l'ordi, j'ai le disque dur, j'ai tout branché. Je fais maintenant, mec, si tu regardes ça, je pense que tu arrêtes le World Tour et tu remontes plus sur des skis. J'ai fermé l'ordi, j'ai appelé des potes, j'ai fait bon, allez, on va faire un barbecue. J'ai décidé de faire un erase sur les images les plus choquantes de ce que j'ai vécu. T'as enfoui. Ouais, le plus choquant, c'est pas quand t'es arrêté sous la neige en fait. C'est pas quand ça s'arrête. C'est pas ça le plus choquant. Parce que là, d'un seul coup, tu reprends tes esprits presque. Et surtout, j'étais entouré, je suis resté que dalle sous la neige. On m'a tout de suite sorti. Il y en a qui arrivent, je suis comme ça, pam, je prends dans mes bras, quoi. Et on savait que c'était un mauvais jour. Les conditions de neige avaient changé.
le vent, le machin. Et par contre, le début de la journée était quand même bien. Et là, on fait, cette face, elle est quand même cool. Le guide n'est pas très très chaud. Il dit, ouais, bof, ça serait peut-être mieux si on. Je sais pas s'il dit, ça serait peut-être mieux que si on arrête. Et on en reparle pendant un moment. Je regarde la face, il me dit, là, il y a une petite poche, faut faire gaffe, machin. Je fais, bon, ok. Et quand on se dit une petite poche, tu vois, nous, ça veut dire, bon, bah, ça peut partir. Et si ça part vite, quoi. C'est pas la montagne qui part quand on a une poche. Là, t'es équipé, t'as Ouais. un airbag? J'ai un sac avec un airbag dedans. Ouais. Et donc, on est en haut du départ. Enfin, je prends le départ. Premier virage, mais à peine je pose la spatule dans la pente, ça fait un lézard, mais je suis déjà un peu trop engagé, je peux plus m'arrêter, quoi. Et ça fait un lézard, je comprends tout de suite, quoi. Ça fait un lézard qui part sur toute la face. C'est un tapis roulant. C'est un tapis qu'on te tire, tu es sur un tapis, en fait on te tire le tapis comme ça d'un coup, donc tu tombes. Donc déjà il faut avoir la technique pour rester debout. Donc déjà je reste debout comme ça, j'arrive à m'en sortir, je me mets dans l'axe, je fais putain vitesse, parce que c'est le seul truc. Xavier Deloy m'avait toujours dit ça dans la tête, tu penses à ça, la sécurité c'est la vitesse, mec. T'arrives, tu sautes, tu vas vite. Casse-toi vite s'il se passe un truc. Donc, tant que tu as de la vitesse, ça se passe bien. Et donc, bam, vitesse, je prends de la vitesse, je passe la première vague de l'avalanche, machin, j'arrive en dessous. Je me dis, ok, je suis passé, j'ai plus qu'à m'en sortir, quoi. Mais moment de panique ou je sais pas quoi, je regarde à gauche, j'avais prévu d'aller me mettre sous des rochers pour me sécuriser. Je regarde à gauche, toute la montagne est en train de partir. Moment de panique ou je sais pas quoi, je me mets une tarte. Moment de panique ou coup de pouce du destin, de je sais pas qui. Mais je te jure que quand tu regardes les images, je les ai regardées. C'est impressionnant. Je les ai surtout regardées pour comprendre ce qui se passait, moi, quand je tombe. J'ai l'impression qu'on me met un croche-patte. Genre comme si on me mettait un croche-patte. Va pas où tu veux aller. Là, j'étais parti pour tourner vers les rochers. Donc, je tourne comme ça, je tourne la tête. Bref, je me plante. Heureusement que je me plante. Si je me plante pas, je serais pas là. Parce que là, ce que tu vois en image, en fait, c'est un dixième de l'avalanche. La montagne, elle est grande comme ça. Ce que tu vois en image, ça représente ça. Moi, où je me fais embarquer et que je tombe, c'est un petit mamelon, là, où ça me recrache, en fait, sur le mamelon, presque, tu vois. Mais tout le reste de l'avalanche, je continue de descendre. En dessous de ces rochers, c'était un couloir qui descendait jusque dans la vallée, dans l'herbe. Quand on est pris, après, donc, le secours s'organise, on m'évacue, on me pose sur la montagne d'en face, et là, on regarde avec Yéna, putain, je dis, non, le bordel, quoi. Tu vois, en fait, ce que je viens de te dire, quoi. Le passage que tu vois à la vidéo, ça fait ça. Donc, vraiment, c'est que dalle. Et l'avalanche, en termes d'échelle, ça, l'avalanche, elle fait ça. Et là, c'est du verre en bas avec des blocs et du machin. Donc, c'est parti sur toute la face. Donc, voilà, la première avalanche, c'est ça. Et donc, j'ai décidé d'effacer ces images qui étaient les plus choquantes pour moi. C'était le moment où je me relève. Parce que quand je suis tombé, que d'un seul coup, tu n'as plus de vitesse. Et si tu regardes la vidéo, en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est complètement ouf. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Tellement c'est bête. Je suis face à la montagne, je vois un immeuble qui m'arrive dessus. C'est ça qui m'a fait le plus... Tu vois, même là, quand j'y repense, putain, ça me prend la gorge, quoi. Je vois un immeuble qui m'arrive dessus. C'est la taille du Mamijane. Et c'est là, et c'est la fraction de seconde où tu dis, ah non, putain, pas maintenant, je vais pas mourir, je vais pas machin. Et tu sais ce que je fais au lieu. Et franchement, si ça t'arrive un jour, mais réfléchis même pas, mec. T'as un sac, déjà, c'est obligatoire. Tu tires n'importe quelle marque. Hein. Je suis pas sponsor encore parce que on va peut-être s'y remettre au World Tour, mais tire la poignée, quoi. Réfléchis même pas. Moi, ce que j'ai fait avant de me dire ça, avant de me dire tire la poignée, parce que t'as même plus besoin de réfléchir, mec. T'as un immeuble qui t'arrive dans la gueule, tire ta poignée, réfléchis pas. J'aurais même dû le faire avant. C'est même pas quand t'es tombé, je reprends la phrase. C'est le laser, le petit lézard, je veux dire, que tu vois que ça craque, réfléchis pas, fais pas ce que j'ai fait, essaye pas de t'en sortir, tire ta poignée. Et après, t'essayes de t'en sortir. Mais au moins, t'as les ballons gonflés tout de suite. Et donc, moi, je fais pas ça. Je me relève, je vois la montagne qui m'arrive dessus. Le premier réflexe que j'ai, c'est je me dis, vas-y, t'es comme une mousse au surf. Tourne-toi, tu vas repartir. Je me tourne parce que je voulais pas la prendre en pleine gueule et je commence à... Et là, tu parles. Mes fixes sont réglés à... C'est des pivots, tu sais, les FKS, chez Rossignol, les pivots, c'est la référence des fixes de freeride, quoi. En fer, bien solide, que tu règles à 18 parce que nous, en freeride, quand tu déchausses, t'es dans la merde, en fait. Vaut mieux avoir les skis au pied. Et donc là, je me mets une boîte, je dois être à 100, 120 km/h en bas. J'arrive, pam, tête-pied, je me relève, j'ai encore les skis au pied. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 180 kg de pression. 18, c'est-à-dire que tu dois, pour déchausser, mettre 180 kg de pression. Quand je me prends le retour de l'avalanche, ça m'arrache tout. Là, d'un seul coup, c'est les skis dégagent, machin. Et là, c'est la force du choc, elle est là, tu vois. Donc, c'est cette image-là, grâce à ce que je disais juste avant, d'être rentré chez moi en me disant, regarde pas, parce que sinon, tu vas plus jamais pouvoir faire. D'abord, c'était un fou rêve, quoi. Oublie. Et donc, je lui ai fait un gros barbecue et on a oublié ces images-là. Et est-ce que ça, parce que là on le raconte, c'était il y a des années et tu t'es relevé fort heureusement et tu en as eu une deuxième, donc tu nous en parleras dans une seconde, mais est-ce qu'à ce moment-là ou dans les moments qui ont suivi, tu as changé de façon de vivre, tu vois, parce que tu as des gens quand même qui ont vécu des moments super intenses comme celui-là,
ça leur a fait un déclic. Ils voient plus la vie de la même façon, quoi. Complètement. J'étais déjà dans cet état d'esprit avant, mais là, ça m'a conforté dans le truc. Chaque seconde qui passe, on a tous une chance inouïe d'être sur Terre. C'est un concours de circonstances de dingue. Et il faut être conscient que c'est vraiment comme ça que ça part. Un claquement de doigts, quoi. Entre l'index et le pouce d'un rocker. C'est rien d'autre. C'est dingue. Donc, si t'as pas ça conscient, t'es pas conscient de ça, tu vis différemment, tu vis pas dans l'instant présent. Ce que j'ai encore plus appris à faire, c'est l'instant présent. Alors, avec tout ce que je fais comme projet, on est toujours dans le futur et on projette et on fait des BP, des prévisions et tout ce que tu veux. Mais à chaque fois, je reviens au moment clé, quoi. C'est là, à l'instant présent. Tu vois, il fait beau dehors, là, je vais vous emmener faire un tour, quoi. C'est ça que ça a changé, donc profiter encore plus de la vie, relativiser sur beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a tellement rien qui est important. En fait, rien n'est important. Si tu regardes bien, tant que tu es là, c'est que c'est pas fini, quoi. Tu vois, donc si tu t'en sors pas, c'est que c'est pas fini. Quand tu as un problème, donc arrête de le voir comme un problème, quoi. Mets la solution en place et tu changes cette façon-là de penser. C'est ça qui a tout changé chez moi. C'est que d'un seul, enfin, je l'étais déjà vachement, mais encore plus, quoi. Je me prends la tête avec ma femme, par exemple, sur des trucs de dingue. C'est sur des trucs, mais tu peux pas penser comme ça, tu vois, c'est pas possible. Regarde la vie, machin. Parce que et tu peux pas en vouloir à des gens qui ont pas vécu ce genre de choses. Donc moi, ce dont à quoi ça m'a servi, ce que ça a changé en moi, c'est ça. Je me suis dit, putain, j'ai peut-être aussi un message à donner, parce qu'il suffit, en fait, des fois, qu'une fraction de seconde pour dire ça à des gens, et tu le dis de la bonne façon, tu illustres le truc avec de l'énergie, et tu leur montres que voilà, la vie elle est belle. Et moi, je suis que, comme tu dis, je suis rescapé, j'ai pas, j'ai rien. Regarde, je suis tout nickel. Je me suis même fait plus mal quand je me suis tombé et que je me suis fait le genou, quoi. C'est-à-dire, je me suis pris 2 avalanches, je t'ai pas raconté la deuxième encore, mais j'ai rien eu. Je me suis relevé, j'étais comme un petit, tu vois, nickel. C'est pas ça la vraie vie. Donc normalement, je devrais même avoir peut-être un membre en moins ou être traumatisé, plus pouvoir marcher, pas être là du tout. Et il y a des gens qui ont vécu ça, comme je viens de le raconter, avec des traumatismes par la suite, avec des gros problèmes, et qui prennent la vie, mais encore plus, comme je viens de le raconter, qui sont encore plus inspirants que moi, qui sont des machines. Pour moi, c'est incroyable, quoi. Je sais pas si tu as vu la vidéo du gars, il a plus de mains, plus de jambes, plus de bras. J'ai vu. Oh là là, et le gars, il te parle avec la banane et il te raconte que la vie est géniale. Et ben voilà, donc moi, tu vois, je suis à mon niveau, quoi. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a tendance à l'oublier. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont réalisé ça également. Tu vois, en 2020, quand il y a eu la crise du Covid, les gens ont réalisé qu'on était mortel, en fait. Parce que quand tu vis tous les jours, tu oublies que tu es mortel. Ouais. Donc tu es dans ton canapé, tu regardes la télé, tu t'engueules avec ta femme. Tu te lobotomises. Dans la télé, tu te lobotomises. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc grosse gratitude envers la vie. Exactement. C'est le mot-clé, la gratitude. C'est ça. Est-ce que tu veux nous parler de ta deuxième avalanche ou on part business direct ? Bah non, parce qu'elle sert justement, la deuxième avalanche. Vas-y. C'est justement, et c'est d'ailleurs, c'est une bonne transition pour le business. Parce que deuxième avalanche, là, c'est tout autre chose. Je suis sur une étape de la Coupe du Monde. On est à Kappel, en Autriche. Et il y a eu, je ne sais plus combien il est tombé la veille, mais bon, beaucoup de neige. Tout le monde a peur de prendre le départ. On est tous tendus un peu. Et parce que tu as quand même beaucoup de neige. Mais c'est le seul jour où on peut faire la compète. Donc voilà, on prend le départ d'après. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire du truc, mais il y a une grosse polémique comme quoi on aurait peut-être pu ne pas faire la compète. Et heureusement que c'est tombé sur moi. Et ça, c'est les juges qui sont venus me le dire. Ils me disent putain, heureusement que c'était toi, quoi. Parce que tu vois, si tu tombes sur un petit gringalet, pas que je suis costaud, mais ça aurait pu être dramatique. Ils se sont dit, le gars avec l'expérience, déjà une fois, il s'y connaît en avalanche, c'est pour lui. T'as les Gazex et t'as le Lopezex. Tu vois, les Gazex, c'est ce qui déclenche les avalanches. Avec le gaz. Ouais. Et bref, je prends le départ, je suis deuxième à partir. Anecdote encore. C'est marrant, on peut donner des anecdotes pour ça. Anecdote de ouf. Je me fais engueuler comme la veille au soir. Donc on vient de Chamonix, on est à la compète de Chamonix avant, et là, pas de risque d'avalanche du tout, super conditions, enfin, jamais risque zéro, mais plutôt safe. Et je prends le départ, machin, et en fait, on représente une image de gars qui font du freeride, on donne aux gens envie d'aller en faire. Donc il faut être exemplaire. Donc, il faut être équipé. Il faut avoir ton Narva, ta pelle, ta sonde. Et le summum, c'est un sac à dos de n'importe quelle marque qui se gonfle. Avec un airbag, une poignée que tu gonfles. Et ça augmente ta portance. Donc, tu sors, c'est le principe du paquet de céréales. C'est la poussée d'Archimède, en fait. Les petits grains de neige descendent en dessous de toi qui te remontent. Voilà, c'est vraiment ça. Plus t'es gros, plus ça va se faire comme ça. Et donc, cet équipement est indispensable. Et là, on prend le départ. J'oublie de mettre ma poignée, quoi. C'est une poignée clips quand même. Tu l'enlèves et tu la remets. Et je prends le départ, télé, machin, avec toi les gars, t'es là au départ, en train de gueuler.
Et les gars, ils font putain, Lopez, il a pas mis sa poignée, quoi. Le mec, il se prend des avalanches, il met pas sa poignée, quoi. Imagine l'exemple, quoi. Donc, on passe Chamonix, tout se passe bien. On arrive à Capel, rider meeting la veille au soir. Bon, Lopez, là, tu as pensé à mettre ta poignée à ce départ parce que la dernière fois, tu n'avais pas ta poignée. Donne l'exemple au gamin. En plus, toi, tu aimes chez Avalanche. Tu peux pas ne pas mettre ta poignée, quoi. Donc, je me prends une brasse. Le lendemain matin, je suis au départ. Deuxième à partir, du coup. Grand beau, grosse neige. Je me dis, putain, j'aimerais se gaver, ça va être cool. Moi, j'étais chaud, en fait. Et je suis en train de taper mes pieds comme je fais d'habitude. Et en même temps que je tape mes pieds, j'ai serré mes fixes. Et je me rends compte encore de putain, mais j'ai presque oublié de mettre ma poignée, quoi. Et je remets ma poignée avant le départ. Juste avant de partir. Mais genre 30 secondes avant de partir. Je mets ma poignée et je prends le départ. Il y a tellement de neige que j'arrive pas à avoir de vitesse. Tu vois, je te jure, mais c'était presque du pouce sur les bâtons pour y aller, quoi. Et là, je traverse. Je traverse jusqu'à mon run. À un moment, j'avais un enchaînement de 2 rochers où je devais passer. Premier rocher, deuxième rocher. J'arrive pas à passer le deuxième rocher. Je tape avec les spatules arrière de mes skis sur les trucs. Tête-pied, je déchausse. Et quand tu perds ton matos en freeride, en fait, c'est très grave. Tu perds ton matos, c'est DNF. Did not finish. C'est à 0 point. D'accord. Dans ce moment-là de ma carrière, donc je viens de tomber, je viens de perdre mon ski, je suis 12e du classement, on prend le top 12, je fais partie du top 12 mondial pendant 10 ans, et top 12 mondial veut dire que tu es invité chaque année. D'accord. Si tu passes 13, il faut te qualifier. Et tu es privé de l'Alaska en plus. Donc j'étais dégoûté, quoi. J'étais à Capel, je remonte, je perds mon ski, c'était mon run de ma vie où il fallait que je fasse tout, quoi. Il fallait que je donne tout pour remonter dans le classement. Et donc ça foire, et donc je suis super énervé, quoi. T'imagines le mode dans ma tête, je suis en train de dégoûter, quoi. Je suis en train de remonter pour aller chercher mon ski. Et si tu regardes bien les images, là, peut-être que je tape trop fort des pieds tellement je suis énervé. Et je monte, tac, tac, et d'un seul coup j'entends. Et là quand ça fait ça, je me dis non, pas une deuxième fois, quoi. En fait au début j'ai une fraction de doute, hein. Je me dis non, c'est juste moi qui ai fait le bruit là. Et en fait je sens que ça fait genre, tu sais, une ondulation, quoi. Ça fait. Je me dis non, une deuxième fois. Et là, j'ai pas fait, attends, vas-y, je vais essayer de m'en sortir. Déjà, j'avais plus rien, j'étais à poil. Hein. J'étais en chaussures de ski en train de remonter à pied, quoi. Donc là, c'est mort. Si tu tires pas ton ballon, t'es mort. Donc tout de suite, et tu regardes bien la vidéo, c'est étape école, quoi. C'est tac, airbag, je me tourne, je mets les mains comme ça. Et je prends un toboggan, quoi. Et là, j'enchaîne le truc, tête-pied dans tous les sens. Et voilà. J'arrive en bas de cette avalanche. Si tu regardes les images, je suis dos, le truc il m'a recraché, quoi. Tu le vois bien à l'image. À un moment, je suis sous la neige, machin. Mais heureusement que j'ai gonflé mes ballons tôt, sinon je serais pas là encore une fois. Et cette avalanche me recrache. Vraiment, ça fait. Et je me retrouve comme ça, dos à la pente, les 2 ballons de gonflés et la tête sonnée. Mais pas en mode qu'est-ce qui s'est passé, sonné, vénère, les yeux de dingue. T'avais de l'expérience maintenant. Les yeux de dingue, écoute bien là, les yeux de dingue, comme ça, je suis dingue, j'enlève mon casque, je suis là, mais non, mais putain, c'est pas vrai. Et là, je vois les secours qui arrivent en mode speed à fond. T'as déjà les hélicos en train de tourner là, quand le mec tombe, les mecs ils donnent tout de suite, ça va. C'est une fraction, il faut aller très vite pour sauver les gens. Et donc le mec arrive et je dis au guide, arrête-toi, là, il y a un ski là, vas-y, descends un peu plus loin, là il y a un autre ski. Le mec il me ramasse mes skis, il prend mes skis, il arrive à côté de moi. Je lui dis merci, tac, je prends mes skis. Attends, rassis-toi mon gars, on va t'emmener en barquette, puis on va prendre l'hélico, on va t'emmener. Je dis non, t'es ouf ou quoi mon pote là, regarde bien la face là. Il n'y a plus un pet de neige. Tu sais quoi, dans le Freeride World Tour, il y a une règle. Tant que les 2 tiers des riders ne sont pas passés, j'étais 2e à partir. Les 2 tiers ne sont pas passés. Tant que les 2 tiers des riders ne sont pas passés, la compète court pas, la compète compte pas. Il n'y a plus un pet de neige, ils vont pas faire la compète, on va la recourir. Je rechausse mes skis, je me barre. J'arrive, je passe la ligne d'arrivée et là je vois tous mes potes en larmes, ils prennent dans les bras et tout. Là je comprends vraiment le truc, tu vois, c'est l'adrénaline en fait. Je suis tellement dégoûté d'avoir perdu ma place, d'un seul coup j'ai une nouvelle chance. Ouais, bien sûr. J'étais en train de remonter et chercher mon ski, en train de me dire putain, je vais pas aller en Alaska, j'ai perdu mon truc. Je suis dégoûté, 10 ans de ma vie qui s'arrête. D'un seul coup, je passe la ligne d'arrivée, je fais regarde, j'ai fait partie en avalanche, en fait, on va recourir la compète. C'est un peu chelou de te dire ça quand même, hein. Mais c'était le mode de la compète. Et je l'ai vécu comme ça. Et aujourd'hui, quand je le regarde, c'est juste une grosse boîte pour moi. Donc c'est pour ça que dans le mental, j'ai pu l'accepter. La première était plus dure à vivre. La deuxième m'a servi, je me suis servi de l'expérience de la première pour m'en sortir. La première, je subis. La deuxième, j'agis. J'ai agi, j'ai ouvert mon sac, j'ai fait ce qu'il fallait. Et donc, c'est une très bonne transition vers le business. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite après ça. Et du coup, on peut reprendre. Donc, les joies du direct et les joies de l'improvisation ont fait que maintenant, tes potes nous ont rejoints. Tadam. Et voilà, transition business.
Je suis sûr que tu les as invités en fait parce que tu savais qu'on avait commencé à parler de business, donc tu t'es dit il faut que je leur donne mes trucs. Je t'ai dit, on fait du freeride ici. C'est-à-dire que tu sais où tu vas. Dans ton run, tu as l'impression que c'est tout improvisé, mais il y a quand même beaucoup de En préparation. fait, c'est un manipulateur. Manipulateur de bonheur, je te force à être de la bonne humeur. Moi. Good. Moi, j'ai quand même une question qui me colle les lèvres. Comment tu passes de backflip man à un chef d'entreprise qui réussit à monter un modèle qui est au final assez complexe, qui allie l'immobilier à du community management, c'est presque ça, hein, à un modèle assez particulier au final. Tu m'as parlé de mentors dans le ski, Edgar Gros-Piron. Est-ce que toi, tu as des gens qui te guident, qui t'inspirent sur le business et qui t'aident à aller dans la bonne direction? Je pense que c'est la base. Il faut avoir des gens, et ça a commencé très jeune hein, d'ailleurs. Je ne vais pas arrêter de faire du name dropping, mais par exemple, je connais des gens qui m'ont expliqué des choses très rapidement. En fait, j'ai eu la chance aussi de côtoyer des gens qui ont réussi dans leur vie et qui arrivent à 50, 60 ans et qui se disent « Putain, j'ai quand même perdu beaucoup de temps. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plein d'argent et je n'ai pas profité de tout ce temps-là. Tu as parlé d'un truc super important, en tout cas pour nous, c'est je me suis entouré des proches ou des personnes qui ont réussi dans la vie. Ça veut dire quoi réussir dans la vie pour toi? Ouais, non, pardon, je me suis mal exprimé alors. Parce que c'est pas forcément la définition de réussir dans la vie d'avoir de l'argent. Mais c'était ce que je voulais dire. C'était d'avoir réussi sa carrière entrepreneuriale. D'accord. C'est qui ont développé un business sain, qui a perduré, qui a gagné beaucoup d'argent, qui ont construit un patrimoine, qui ont une belle famille avec des enfants dans des super baraques, mais qui ont passé toute leur vie à construire ce patrimoine avec pas les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, tu vois, ne serait-ce que des mails. Par exemple, à l'époque, c'était des courriers, quoi. Tu vois. Donc, ces gens-là ont passé leur vie, leur énergie à construire tout ça. Et à la fin, quand ils sont contents d'avoir assez d'argent, ils se rendent compte que c'est pas l'argent le but en soi, c'est un moyen. Et moi, l'argent m'amène le moyen d'avoir du temps. C'est le plus important pour moi, le temps. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, pour ceux qui nous regardent, je pense que c'est vraiment, on cherche à être inspirant. Et aujourd'hui, il faut toujours voir les grandes crises et les machins. J'avais vu, je crois que tu avais vu l'interview Forbes, ce que je disais, quoi. C'est sous la pression qu'on crée des diamants. Et donc, il faut vraiment voir les choses autrement, quoi. Je pense que sous cette pression qui nous est imposée par cette situation mondiale, il y a un mouvement mondial qui est en train de se faire. On va changer de vision sur comment est-ce qu'on travaille. On va changer de vision sur le rapport à l'argent. On va changer de vision sur le rapport humain. On va changer de vision sur notre formation, sur tout ça. Tout ça va être révolutionné d'ici peu de temps. Donc, il faut monter dans le train maintenant. T'inquiète, il y aura des wagons, hein, ça va être long, mais monte dans le train le plus vite possible parce que c'est ça qui se passe. Donc, aujourd'hui, la réussite pour moi et pour beaucoup de gens, je pense, certainement pour eux, c'est une partie. Il faut de l'argent, mais l'argent, ça nous amène du temps qui nous permet de nous consacrer à des projets de cœur qui peuvent être des proches, des enfants, un projet business. Tu peux très bien avoir... Enfin, le business, je le vois plus, mais ça va changer dans pas longtemps, je pense. C'est quoi l'importance de tes proches, de ta famille dans toute ta carrière, que ce soit sportive et business? C'est pilier. C'est un pilier. Sans ça, je peux pas. Donc c'est quoi? C'est je vais manger chez maman, c'est j'appelle ma femme quand ça va pas, c'est je sais pas, je donne des idées. Il y a de ça. J'ai rarement des moments où je t'appelle quand ça va pas, en fait. Ces moments-là, moi, je les passe tout seul. Bizarrement, je dis ouais. J'ai appris avec le temps par les difficultés que j'ai pu vivre, aussi bien à titre personnel avec les avalanches, c'est pas pareil. Les avalanches, tu les partages parce que c'est spectaculaire. Mais j'ai appris que la douleur ne se partage pas, la souffrance ne se partage pas en fait. L'amour se partage. Voilà, donc c'est surtout ça. Est-ce que eux, je te le dis de manière très transparente directement, hein, t'es un personnage. T'es quelqu'un qui, voilà, la première fois qu'on s'est parlé, on devait se parler une demi-heure, on s'est parlé 1h30. Je t'ai dit, t'es une piqûre d'adrénaline en fait. Et est-ce que ta famille soit comme ça, ou alors ils te temporisent, ou alors ils te disent vas-y fonce? J'ai été beaucoup poussé très jeune par ma mère qui m'a toujours encouragé à faire des trucs parce que tu peux y arriver. Si quelqu'un y est arrivé, tu peux y arriver. Si personne n'y était encore arrivé, c'est juste parce qu'ils ne savent pas que c'était possible. En fait. Tout le monde pense que c'est impossible. Donc on te pousse à la réussite. Et c'est ces discours-là, très jeune, on m'a appris que tu pouvais te donner les moyens de faire. Et à partir du moment où tu le fais avec douceur, amour, joie de vivre, ça marche. Si tu fais à l'inverse, brutalité, dans l'agressivité et sans être content, comment est-ce que tu fais pour fédérer les gens ? Fédérer les gens, c'est la base. On ne fait rien ensemble. Tout seul, tu vas très vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est un proverbe africain. C'est vrai. Et donc ce truc-là, c'est voilà, fédérer les gens. Donc j'ai été soutenu quand j'en ai eu besoin. À chaque fois, mon plus grand soutien, ça a toujours été ma mère.
Et après, aujourd'hui, maintenant, que j'ai un peu raccroché les skis, la prise de risque et tout ça, parce qu'en fait, le soutien à ces moments-là, t'as pas de difficultés. Moi, quand tu es entrepreneur, c'est un parcours semé d'embûches et les difficultés, c'est pas les mêmes, quoi. Tu dors pas de la nuit, c'est pas pour la même raison, hein. Là, tu fais une connerie, ça dure 10 ans. Donc, c'est pour ça que t'endors pas de la nuit. Comment tu fais pour continuer? Je te pose la question parce que je pense qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire mais le gars il est trop inspirant. Du coup, ils vont se mettre le feu Ben et puis ça va durer 17 jours. Non, après, c'est le réseau. T'es la somme des personnes, t'es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. Alors déjà, peut-être change de réseau, change d'entourage. Parce que c'est ce qui va te construire. Si t'es avec des gens qui te tirent vers le bas toute la journée, ça te sert à rien. Donc t'as besoin d'être d'une façon... T'as besoin d'être sélectif. Non, mais il faut être câblé d'une certaine façon. C'est peut-être pas le bon moment, tu peux le devenir après. Mais il faut être avec voilà, cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon de vivre, tout simplement, vibrer. Voilà, c'est vraiment un état d'esprit avant tout. Et donc, quand tu as cet état d'esprit et que tu as un projet qui est juste et qui te semble donner du sens à ta vie et peut-être à celle des autres, justement, tu as envie d'y aller. Donc, rester motivé, ça se fait tout seul. Il faut s'entourer des bonnes personnes et après, il faut se mettre des petites rigueurs. Alors, je te donne 2-3 tricks, tiens. Des petits tricks. C'était ma question d'après, donc parfait, vas-y. Ah ouais. 2-3 tricks. Déjà, savoir calmer ses voix intérieures. Tu vois, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que tu as ta petite voix dans la tête. Des fois, tu peux t'auto-saboter. Toi, tu te dis, un exemple ? Un exemple, le mot pas. Je ne vais pas y arriver. Oh là là, c'est l'enfer, le sujet d'embrouille avec ma femme. Quand j'entends quelqu'un qui me dit je peux pas, je sais pas, j'ai machin, je peux pas, oh, ça m'énerve. Dis-moi l'inverse plutôt, dis-moi ce que tu veux. Je peux ça. C'est ça qui change tout. Ça te conditionne. Ouais, ça te conditionne. Une fois que tu te mets dans l'état d'esprit d'être comme ça, c'est toi qui te plantes tes graines. Une fois que tu commences à être comme ça et que tu t'entoures de gens comme ça, c'est motivant. Et voilà, quand je te parle d'état d'esprit, c'est ça. C'est d'abord l'amour de faire les choses. On le fait avec passion. Tu vois, tout ce qu'on fait, en fait, on le fait en se marrant parce que ça nous fait marrer, parce qu'on se fait plaisir. Et même quand ça fait chier, des fois, on se prend la tête de ouf. Je lui dis, mais arrête, putain, vas-y, on se marre. On est obligé de se marrer. Et donc, on met de la musique. Ça, c'est l'autre trick. La musique, le son. Dès le matin, je me lève, et là, faut je la remette dans ma salle de bain, mais tous les matins, j'ai une énorme salle de bain, je te jure, je me mets en forme sous ma douche avec du son à bloc. Et donc, le mouvement, on revient à ça, tu vois, le mouvement, tu te réveilles un peu musculairement le matin, je sais pas, c'est des trucs tout cons, mais tu fais ça, t'arrêtes de te dire, je veux pas, tu dis plutôt ce que je veux, tu te mets de la musique quand ça va pas, parce que la musique joue énormément sur tes émotions. Si tu remontes à l'origine de la musique classique et tout ça, c'est de l'émotion. Hein. Les gens, ils jouaient leur émotion. Donc, et t'as plein de gens qui jouent instinctivement de la musique par émotion. Donc la musique contrôle tes émotions. Et j'ai plein de playlists, je te jure, je m'entraîne tous les matins à faire des speeches même. Tu sais quoi, en ce moment, je m'amuse à faire ça. J'ai envie de faire des speeches motivants, là, un peu comme il y en a qui font sur Internet. Des fois, j'écoute des trucs. Will Smith, j'adore Will Smith, il fait des speeches. Il y a une chaîne vachement suivie sur Internet. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Je suis impatient de le rencontrer, il faut qu'on se parle. Et tu fais un super aparté là, parce qu'en fait, on parle quand même de business. Nous, on coach énormément de personnes qui font du business, des entrepreneurs, etc. Je pense que 99% des gens qui se lancent dans le business ou dans l'entrepreneuriat, la première porte qu'ils se prennent, c'est toujours la même. J'arrive pas à contacter un tel. Il faut savoir que Julien, c'est un gars, je pense que en fait, tu mets zéro barrière. Vous pouvez avoir des trucs avec Julien et Édouard Philippe, Xavier Niel, Bruno Le Maire. Je suis un life enjoyer, j'enjoy la life. Merci. Je l'aime bien. Je suis interprète de la résilience et ninja de la motivation. Ninja de la motivation. Ninja de la motivation. Je vais te faire un cadeau pour cette 5e édition. Je vais faire un best-of depuis 3 ans avec le Pays France. Donc, qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à quelqu'un qui se lance pour atteindre ses cibles en termes de personnes ? Oublie la peur. Dis-toi juste, voilà comment je peux y arriver avec telle énergie que j'ai en moi. Je vais lui parler de façon authentique. Et c'est ça qui marche à chaque fois, c'est d'être authentique. Si tu es authentique avec personne, et tu sais, ces gens-là, en plus, tous les gens, là, tu as cité des politiques, des mecs du business, mais même des athlètes ou des gens connus, juste des personnalités, des trucs comme ça, ils sont sollicités à longueur de temps, en permanence. Donc, juste, sois authentique. Donc, c'est sympa, être toi-même. Si tu n'es pas sympa, machin, travaille sur ta personnalité avant. Et en étant authentique, avec une bonne idée, en général, tu y arrives toujours. Et après, il faut se donner les vas-y, moyens. quoi. Vas-y, bien sûr, vas-y, essaye. C'est quoi déjà le dicton là, c'est encore on y arrivait parce qu'on savait pas que c'était impossible. C'est ça. Voilà. Énorme. Pour pas prendre trop de temps quand même, parce que je vois le temps qui tourne, on va conclure. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes ta phrase fétiche
Et qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire pour se mettre dans ce mindset de killer que tu nous as partagé là pendant 1h30 quoi. Eh ben, ce que je conseillerais pour tous les gens qui veulent venir nous voir, c'est de rester abonné à la page Julien Lopez, Mamie Jeanne et les autres, parce qu'on va organiser le premier Investimers Camp tout bientôt. J'avais prévu des dates qu'on va pas dire maintenant parce qu'on va certainement la décaler, je pense, par rapport à la situation actuelle et pour qu'on soit sûr d'avoir des gens qui soient cool. Mais on va organiser un événement ici au Mamie Jeanne. On est situé sur un endroit qui est génial, à Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, avec un lac devant. Donc voilà, si tu as envie d'avoir ce mindset et d'être investimer aussi, pourquoi pas, inscris-toi. Cool. Phrase fétiche. Et moi, il y en a une que j'ai notée et qui m'a marqué, c'est l'eau, la référence à l'eau. Ouais. L'eau qui bouge pas, elle croupit. Voilà, ouais. Et je pense que c'est ça qui te définit aussi, c'est le mouvement. En fait, Ouais. t'as fait tellement de choses et t'es mouvement. dans un flow. C'est un flow constant. Rester dans un flow. Bah, en tout cas, moi, je te remercie vraiment, Julien, parce que ça a été, je pense, pour nous tous, vraiment super intéressant et inspirant de t'écouter. Et ce qui est vraiment énorme en tant qu'entrepreneur et pas du tout sportif pour le coup, c'est que en le sachant ou pas, tu fais des référentiels en permanence au business et à l'entrepreneuriat parce que on a parlé de vision de l'échec, d'analyse, de préparation, de répétition de stratégie, de vivre l'instant présent, d'acceptation, enfin de visualisation. Ouais. C'est ces sujets qui se mêlent et au sport et au business. Donc c'est quand même super, super intéressant. Et ce que je note aussi, tu vois, en te parlant, c'est authenticité et bon sens. Tu as énormément de bon sens et en fait, quand tu parles, tais-toi, quoi. Et c'est beau, donc merci pour ça. Bah, merci à vous. J'ai beaucoup apprécié cette interview, c'était très cool. Merci Julien, à plus tard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire intervenir tes potes qui te connaissent le mieux au final. Et ils doivent à chaque fois te sortir l'anecdote qui te représente selon eux le plus. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu 1h30 de Julien Lopez par Julien Lopez. Ouais. Là, ce qui serait bien, c'est d'avoir 30 secondes de Julien Lopez par quelqu'un d'autre. Eh ben, on va commencer par Will. T'es chaud, mon Will ? Will, ancien coloc. 30 secondes de Julien Lopez par Will, l'ancien coloc de Julien Lopez. Bonjour tout le monde. Alors, moi, une anecdote qui me revient comme ça, un dimanche. À 25 ans, t'as fait la brinque tout le week-end, t'as envie de dormir. Julien me dit, faut que tu viennes me donner un coup de main. J'ai une chambre, j'ai pas de lit, j'ai une scie, j'ai 3 bouts de bois et une chambre mansardée. Et on s'est retrouvés, je sais pas, c'était 9h, 9h30, à scier des bouts de bois pour constituer un lit, un endroit où c'était improbable de mettre un lit. Et à la fin de la journée, le lit était fait. Et concrètement, on parle beaucoup de happiness, de business, mais on parle aussi beaucoup de solutions. Ouais. Et ben, c'est un peu ça dans tous les domaines, dans le domaine qu'on a en commun, l'immobilier, c'est de faire avec ce qu'on a, de trouver des solutions. Et en l'occurrence, en 2 heures, on avait une solution, on avait un lit, on avait un locataire. Énorme. Julien Lopez, le solutionneur en finale. Voilà, solution, pas de problème. Top. Et thanks Will. Merci. Julien Lopez par Mookie, que tu as connu comment du coup ? Mookie les pixels, il a une chaîne aussi sur YouTube, machin. Et va voir, c'est vachement cool. Mookie qui revient de 8 mois dans le désert, il me disait ça il y a une seconde. C'est peut-être le sujet d'une autre vidéo d'ailleurs. Mais 30 secondes de Julien Lopez. 30 secondes. Julien, c'est vraiment quelqu'un qui va motiver tout le monde. Il m'a motivé. On est rentré de voyage avec ma femme, mes filles, et on est dans une période de vie où on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, tu rencontres Julien, que tu n'as pas vu depuis des années, et tu te dis, il n'y a pas de hasard, c'est maintenant qu'il fallait le rencontrer, et je suis tellement heureux de l'avoir revu à ce moment-là. Et du coup, il m'a mis un vrai coup de pied aux fesses, tout simplement. Et je pense que c'est ce qu'il fait avec la plupart des gens qui croisent. Et c'est un vrai motivateur. Booster. Julien le booster. Tout à fait. Et il fait du bien. Donc, Jules qui lance des grands backflips, du coup, il te donne envie de lancer aussi toi-même des grands backflips dans ta vie. Donc, c'est au top. Extra. Ouais. Merci beaucoup, Mookie. Avec plaisir. Merci, Jules. Patrice. Pas de patrouille multiservice. donc on a eu Julien Lopez, problem solver. On a eu Julien Lopez, booster, motivateur. Julien Lopez, pour toi, c'est qui ? Comment vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés il y a 7 ans. En fait, on était dans un bar, on s'est rencontrés, le feeling est passé. J'ai fini chez lui à 6h du matin.
Il m'a raconté qu'il était au Brésil en train de faire son anniversaire avec son ami Bob Sinclair. Et il s'avère que ma cousine était la femme de Bob Sinclair. Ah, d'accord. Voilà. Ça aide. À cette époque-là. Et c'est là qu'on a créé une affinité. Et on parlait de projet déjà il y a 7 ans. Et en fait, tout ce qu'on parlait il y a 7 ans, s'est réalisé 7 ans après. On s'est revus et on a concrétisé notre rencontre. Trop bien. Après des anecdotes, j'en ai beaucoup à raconter parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc Julien Lopez, l'ami de vie en fait. C'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment ça. C'est un ami et un ami de vie, voilà, qui m'a beaucoup aidé. Et pro et perso. Voilà, ouais. On échange beaucoup. Top. Merci Pat. Voilà. Merci. Merci. Donc c'est parti, là dis-toi que tu es en train d'arriver sur un podium et on va s'échauffer un petit peu parce que quand on t'annonce pour aller arriver sur un podium, tu vas pouvoir un peu faire chauffer la sauce. On n'entend pas assez là, je vais vous taper des pieds là, tu es en train d'arriver sur le podium, on t'appelle et là tu commences à y aller, alors tape des pieds, donne tout là, donne tout putain, donne tout, t'es le meilleur, donne le meilleur de toi-même, encore j'entends pas, vous avez le droit de brasser, de faire du bruit là. T'arrives, tu check, allez, transmets de l'énergie, la vie est belle et mérite d'être vécue. Voilà, comme ça, je veux de l'amour, du sourire, de la joie de vivre. Ouais, tu sais quoi, ça se transmet, alors check ton voisin. Check-le, je veux une vague de check là. Faut que ça se check partout. Merci à vous, la vie tout simplement. Vivre ensemble, mais fixer des objectifs assez hauts. N'oublie jamais se fixer les objectifs assez hauts. Tu connais la formule, il appartient qu'à toi de passer une bonne journée, une super bonne journée, une putain de super bonne journée. Moi j'ai décidé de sauver le monde en diffusant du bonheur et de la bonne humeur. Et à voir vos gueules, on dirait bien que ça a marché. Je m'appelle Julien Lopez, merci de m'avoir fait vibrer.